Merci de prendre place pour reprendre la séance. L'orateur suivant, Jacques Pirenne, est un brillant exemple de transfert de cerveau du sud vers le nord du pays. Car il est liégeois et travaille à Cailleuve. Alors, Jacques Pirenne est diplômé docteur en médecine, bien sûr, à l'université de Liège. Il a présenté sa thèse de doctorat en transplantation multiviscérale. Il a été fait en transplantation à l'université du Minnesota aux États-Unis. Il a été senior lecturer à l'université de Birmingham. Et depuis 1997, il est professeur de chirurgie et chef du département de chirurgie de transplantation abdominale à Cailleuve. Or, sa recherche se concentre sur les stratégies visant à améliorer la préservation d'organes. Olivier Dezy a fait allusion. L'amélioration des techniques chirurgicales, etc. Il est co-auteur de nombreuses publications. Il a été président de la Belgian Transplant Society et actuel président d'une sous-section qu'on appelle le Belgian Liver and Intestine Advisory Committee. Jacques, à toi la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, merci Monsieur Hott pour cette invitation à parler d'un sujet qui me tient à cœur, la greffe intestinale, dont j'ai commencé l'étude expérimentale à Liège, pour la poursuivre à Minneapolis, à Birmingham, et pour finalement développer un programme clinique à Leuven. Alors, l'intestin a souvent été référé comme l'organe dont la transplantation était interdite. Interdite parce que l'organe est naturellement infecté, évidemment. Il est extrêmement sensible au rejet. Les patients qui doivent subir une greffe intestinale, généralement, sont extrêmement malades. La chirurgie est complexe. Et en plus de tout ça, ils vont recevoir une immunosuppression très importante. Alors, je souhaiterais vous exposer ces différents sujets en 20 minutes. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'insuffisance intestinale? Peut-être l'histoire en 2 diapositives de la greffe intestinale et les indications actuelles. Ensuite, vous expliquer quel est la difficulté biologique qu'il y a à transplanter l'intestin. Repasser les techniques chirurgicales en vue. Quelques diapositives qui vous illustreront l'activité de greffe intestinale au niveau mondial en parcourant quelques diapositives du registre. Une dia sur le type d'immunosuppression qui est donné à ces patients, et puis enfin notre expérience locale à Leuven. Alors qu'est-ce que c'est que l'insuffisance intestinale? Eh bien, c'est l'incapacité du tractus intestinal à résorber suffisamment de nutriments, de fluides, d'électrolytes pour supporter une croissance normale et un développement. C'est la définition assez simple. Alors, elle résulte d'une insuffisance intestinale qui peut être anatomique, lorsque l'intestin a été resséqué, comme par exemple dans un cas de nécrose ou de volvulus, ou une insuffisance type fonctionnelle. L'intestin est là, mais il ne fonctionne pas, comme par exemple dans une pseudo-obstruction chronique. Alors, résumons l'histoire. Eh bien, avant l'avènement de la cyclosporine, alors que les greffes rénales étaient déjà plus ou moins presque à l'état de routine clinique, eh bien, il y a eu 8 essais de greffe intestinale. Ils se sont tous soldés par un échec technique, infection, rejet sévère et graphe disease sur lequel je vais revenir. Et donc l'intérêt en greffe intestinale a diminué, surtout qu'à cette époque, la nutrition parentérale a fait pas mal de progrès. Lors de l'avènement de la cyclosporine, introduite par Starzl et par Kahn, eh bien, les greffes de foie et de cœur sont devenues des standards, et donc on a espéré que la greffe intestinale, elle aussi, appartiendrait à la réalité clinique. Eh bien non, à nouveau, pas mal d'essais, mais la plupart ont échoué, et donc finalement beaucoup de centres ont abandonné la greffe intestinale. A noter cependant que lors de cette période avec la cyclosporine, il y a eu un cas réussi de greffe intestinale, et de manière intéressante, ce cas de greffe intestinale était accompagné d'une greffe hépatique
Et comme vous le savez sans doute, en fait, le foie permet d'améliorer l'acceptance d'autres greffons. C'est assez intéressant que le premier cas de greffe intestinale réussi était un cas combiné avec le foie. Et finalement, ce n'est que lors de l'introduction par le docteur Starzl du tacrolimus, ad Wagraph, que la greffe intestinale a accédé à une réalité clinique, car en effet, comme vous le voyez, eh bien, les premiers résultats de greffe intestinale sous tacrolimus étaient nettement supérieurs à ceux obtenus sur cyclosporine. Supérieurs, mais néanmoins des survies à 3 ans de 40-50%. C'est la première diapositive de registre, c'est une époque encore très précoce. Depuis lors, les résultats se sont améliorés, comme je vous le disais. Mais donc, le tacrolimus a permis à la greffe intestinale d'accéder au stade clinique. Alors, contrairement à la greffe rénale, qui est le traitement de choix en cas d'insuffisance rénale, et donc qui supplante la dialyse, ce n'est pas le cas en cas d'insuffisance intestinale. La nutrition parentérale reste le traitement de choix. Mais c'est en cas de complication de cette nutrition parentérale que alors la greffe intestinale sera indiquée et comme une procédure de type life-saving pour éviter le décès de ces patients. Car en effet, lors de ces complications de type absence d'accès veineux, des infections répétées des cathéters, insuffisance hépatique ou même des problèmes de perte électrolytique et de fluide, dans ces cas-là, ces situations sont létales. Et donc dans ces cas-là, la greffe intestinale, même si elle reste difficile, peut sauver la vie de ces patients. Donc actuellement, les greffes intestinales sont réservées à ces patients qui font des complications de la parentérale. Alors, quels sont les obstacles? Pourquoi est-ce si difficile? D'abord, on pourrait imaginer que l'obstacle puisse être physiologique, puisqu'en effet, lorsqu'on greffe à l'intestin, par définition, il va y avoir une section des plexus neuraux, une dénervation, une interruption des lymphatiques et évidemment une période d'ischémie. Eh bien non, ce n'est pas l'obstacle, car en effet, il est possible de faire des greffes d'intestin entre des rats de type syngénique, identiques. Eh bien ces rats vont grandir normalement. Des greffes intestinales ont été réalisées chez l'homme entre des jumeaux identiques et eux aussi, ils ont eu en fait une croissance et un développement normal. Donc l'obstacle n'est pas physiologique. Il est donc de nature immunobiologique, et ceci est bien résumé par cet immunologiste de Boston, David Sachs, qui dit que transplanter l'intestin est vraiment un peu fou, puisqu'il s'agit de transplanter un ganglion lymphoïde énorme qui est situé dans un contenu assez contaminant. Et alors c'est même incroyable que malgré cette difficulté, que finalement les résultats actuels puissent être assez satisfaisants, comme je vous le montrerai. Alors, première difficulté, c'est cette présence de la masse lymphoïde, car l'intestin est un des organes lymphoïdes secondaires les plus importants, et cette masse lymphoïde rend l'intestin immunocompétent et donc capable de réagir contre le receveur et de provoquer des graft versus host disease, comme après greffe de moelle, que l'on peut observer ici dans un cas avec des rushs cutanés et également donc, au niveau en histologie. Donc c'est un des obstacles de la greffe intestinale. Le greffon intestinal peut rejeter le receveur. Première difficulté. Deuxième difficulté, c'est le rejet. L'intestin est extrêmement sensible au rejet. Voici ici un intestin normal. Et en quelques heures, un rejet très sévère peut s'installer. Rejet très sévère, disparition de la fonction de barrière de la muqueuse intestinale, translocation d'endotoxines, et finalement en quelques heures, un choc septique gram négatif. Et donc l'intestin est vraiment le plus sensible au rejet, le foie étant lui le moins sensible au rejet. Alors pourquoi cette sensibilité de l'intestin au rejet? Eh bien il faut s'imaginer que la surface muqueuse intestinale, c'est l'équivalent de la moitié en fait d'un terrain de football, qui serait occupé donc par ces entérocytes. Et les entérocytes, dans certaines conditions, peuvent avoir une fonction de présenteur d'antigènes. C'est ce qui explique en grande partie l'extrême immunogénicité, la sensibilité au rejet de l'intestin. Deuxième élément qui explique ce rejet important, c'est que très rapidement peut s'installer
un cercle vicieux, en ce sens que lors du rejet, il y a une translocation d'endotoxine. L'endotoxine est un immunoadjuvant qui va accélérer le rejet, et ceci aussi explique donc la gravité du rejet. Et enfin, le traumatisme de reperfusion de l'intestin après périchimie est très sévère, et il peut lui-même rendre le greffon plus immunogénique, de par un interplay entre le système adaptif et inné de l'immunité. Cela provoque un œdème, et cela provoque un œdème sur le plan chirurgical, ça rend la fermeture de l'abdomen difficile, et enfin, comme le rejet, l'ischémie-perfusion peut aussi provoquer une translocation bactérienne et du sepsis. Alors, sur le plan chirurgical, il existe 3 types de greffe intestinale. La greffe intestinale isolée, d'une part. Ensuite, celle qui est combinée avec le foie, en cas d'insuffisance intestinale et hépatique combinée. Et enfin, la greffe multiviscérale, qui consiste à resséquer l'ensemble de l'abdomen, dans la plupart des cas en raison de maladies thrombotiques diffuses du système splanchnique, et de remplacer l'abdomen par un nouvel abdomen comprenant donc le foie, l'estomac, le pancréas et l'intestin. Alors, les techniques, voici ici un cas de greffe intestinale isolée, le greffon avec une stomie terminale, et donc une anastomose veineuse, donc la veine mésentérique supérieure du greffon sur la veine cave, et une anastomose artérielle, l'artère mésentérique supérieure anastomosée sur la porte. Donc en principe, c'est une greffe classique avec construction d'un pédicule vasculaire. Ici, un cas de greffe combinée foie et intestin. Alors lorsqu'on greffe et lorsqu'on prélève le foie et l'intestin, bien le plus simple, c'est de laisser le pancréas entre les deux. Et donc, en fait, il s'agit d'une greffe combinée foie, pancréas, intestin, car la dissection du pancréas serait complexe et augmenterait la durée du bench. Donc, en fait, ce sont des greffes de type cluster comprenant le foie, le pancréas et l'intestin. Ceci, c'est le prélèvement. Voici ici la vue chez le receveur, après quelques heures de dissection, le receveur étant prêt pour l'implantation du greffon, avec anastomose de la veine hépatique de la veine cave du greffon sur la veine cave du receveur, la veine porte sur la veine porte, et enfin un tube aortique préalablement implanté qui vascularisera le nouveau greffon. Et enfin la greffe multiviscérale, qui consiste donc en l'exérèse totale du bloc abdominal, remplacé donc par les organes équivalents. Voici ici un exemple de greffon multiviscéral comprenant l'estomac, le pancréas, le foie et l'intestin. Alors, le caractère commun de toutes ces greffes, quel qu'en soit le type, c'est qu'elles se terminent toutes par la confection d'une stomie, parce qu'il n'existe pas de marqueur sérologique du rejet intestinal, et donc nous sommes obligés de pratiquer 2-3 fois par semaine des biopsies, des endoscopies pour surveiller l'éventuelle apparition d'un rejet. L'une des grandes difficultés chirurgicales, c'est la difficulté de fermer l'abdomen, parce qu'en fait, dans beaucoup de cas, il n'y a plus de domaine abdominal. Bien souvent, ces patients ont été opérés à multiples reprises, et donc ils ont un abdomen qui n'a plus de capacité. Et donc, c'est une des difficultés, c'est la fermeture de l'abdomen. Si il y a un patient chez qui on n'a pas pu fermer l'abdomen, qui a ensuite fait une fistule et qui est resté 1 an en soins intensifs, pour finalement s'en sortir, mais ça explique vraiment une des difficultés de cette opération. Alors pour résoudre cette difficulté à fermer la paroi abdominale, différentes possibilités, la réduction du greffon, la construction de flaps, l'utilisation de mèches. Une possibilité assez extrême réalisée aux États-Unis et à Oxford, c'est la transplantation d'une paroi abdominale, avec donc, comme vaisseau nourricier, les artères épigastриques. Donc ceci est fait également. C'est très complexe, mais évidemment, c'est la meilleure solution en théorie pour combler ces défects de paroi. Et aussi, je vous illustrerai cela plus tard, l'utilisation de prothèses d'expansion pour créer un excès cutané. Alors, quelques diapositives du registre intestinal mondial. À l'heure actuelle, ont été effectuées 3500 greffes intestinales. Pour vous donner une idée, en fait, cela ne représente que 0,5% de l'ensemble des greffes d'organes solides. Donc l'activité de greffe intestinale est vraiment une activité très, très minime. Donc 3500 greffes, distribuées entre 45% de greffes intestinales isolées, 31% de greffes combinées foie-intestin,
en cas donc de pathologie combinée des deux organes, et donc cette fameuse greffe multiviscérale, 24%. Initialement, 84 centres rapportent leurs résultats au registre, principalement aux États-Unis et en Europe, et également quelques-uns en Asie. Mais actuellement, il n'y a plus que 30 centres mondiaux qui continuent à faire ce genre d'activité. Ce qui peut-être vous indique que la greffe intestinale reste quelque chose de difficile et qu'on commence et parfois on arrête parce que les complications sont importantes. Alors cette activité intestinale, elle est surtout localisée en Amérique du Nord, et ceci est l'évolution des chiffres en Amérique du Nord, avec donc une grosse partie de l'activité, mais une activité qui diminue. En Europe, moins d'activité et qui, elle, aussi diminue. Alors, les indications, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, les indications prépondérantes, ce sont les cas de restriction anatomique de l'intestin, donc les short gut, les syndromes de grêle court, 64%, et la cause étant des ischémies, des Crohn, des volvulus. Et alors, en dehors des intestins courts, il y a aussi des problèmes de dysmotilité, comme la pseudo-obstruction chronique, des tumeurs, d'autres indications, et 7% de retransplantation. Ceci chez l'adulte. Chez l'enfant, même distribution, là aussi, la plupart des indications sont des grêles courts, 63%, mais les causes du grêle court étant différentes, avec davantage de volvulus, moins d'ischémie, mais des gastroschisses et des néonatales enterocolitis, reflétant évidemment les pathologies grêle de chez l'enfant. Alors, diapositive du registre qui vous montre l'évolution de la survie à 1 an des greffons depuis 95 jusqu'à actuellement. En fait, on peut résumer ça en disant que les survies en moyenne au niveau du registre eh bien, peuvent atteindre maintenant environ presque 75% de survie à 1 an du greffon. Alors, sur base du registre, il existe certains éléments qui permettent de prédire le résultat de la greffe, et on sait maintenant, et en fait c'est valable pour la plupart des greffes d'organes, c'est que les patients qui sont plus stables et qui sont chez eux, au moment où on les appelle pour la greffe, eh bien, ils auront évidemment un meilleur résultat plutôt que les patients hospitalisés aux soins intensifs dans un état moribond. Donc là, l'un des messages, c'est de greffer ces patients à un stade précoce de leur maladie. L'inclusion du foie protège du rejet et donc à long terme offre de meilleures survies. La maintenance par rapamycine, qui est un mTOR inhibiteur, est aussi un facteur de protection. Les regreffes fonctionnent moins bien que les premières greffes. Environ 10% des cas greffés sont des regreffes. Les enfants transplantés avant l'âge de 6 ans eh bien, ont un meilleur résultat que ceux transplantés par après, sans doute en raison d'une certaine acceptation du greffon favorable chez l'enfant. L'absence de ces fameux anticorps spécifiques du donneur protège également. Quant à l'inclusion du côlon, c'est un peu débattu. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la plupart des patients qui survivent à la greffe, eh bien, ils sont autonomes, ils peuvent à nouveau manger, ils n'ont plus de cathéter de parentéral. Cependant, parfois, ils ont besoin quand même de suppléments électrolytiques. Et, comme vous le voyez, leur Karnofsky score est assez bon, ce qui illustre le rétablissement d'une vie et d'une qualité de vie favorable. Alors, cette dia vous montre à nouveau l'évolution totale du nombre de greffes intestinales réalisées dans le monde, et vous voyez une diminution importante du nombre de greffes réalisées dans les 3-4 dernières années. Pourquoi? Eh bien, parce que les complications de la parentérale sont moindres, les techniques de parentérale sont mieux maîtrisées, il y a moins d'insuffisance hépatique causée par la parentérale, les problèmes d'infection des cathéters sont également moindres. Donc ceci reflète en partie l'amélioration des techniques conservatives de traitement de l'insuffisance intestinale. Alors, l'immunosuppression, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, simplement vous dire qu'il n'y a pas puisque c'est une activité assez restreinte, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'études randomisées, il n'y a pas un protocole qui apparaîtrait comme supérieur aux autres. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que l'immunosuppression, en fait, elle est la même que pour les autres organes, mais simplement, elle est beaucoup plus forte, vu cette susceptibilité importante
de l'organe au rejet. Donc les mêmes médicaments, mais beaucoup plus. Simplement, moins de CEL7 par exemple, parce que le CEL7 entraîne une certaine toxicité gastro-intestinale, et alors on ne sait plus s'il y a de la diarrhée par exemple, on ne sait plus si c'est l'effet du rejet ou du médicament. Donc le CEL7 est assez peu utilisé. Alors, quelles sont les causes de décès après greffe intestinale? Ce n'est pas le rejet directement, mais en fait, c'est bien le rejet indirectement, car ces patients souffrant de rejet sont traités par des doses encore plus importantes d'immunosuppression, et finalement, ils décèdent, parfois sans rejet, mais avec des complications infectieuses, opportunistes, candida, aspergillus. Donc l'infection reste le facteur numéro 1 de complications et de décès après greffe intestinale, reflétant l'importance de l'immunosuppression que ces patients reçoivent. Alors, quelle est notre expérience clinique à Leuven? Eh bien, nous avons à ce stade réalisé 22 greffes intestinales. Alors, par catégorie, donc 11 greffes isolées, en cas d'insuffisance intestinale isolée, accompagnées bien souvent d'un rein, 6 cas de greffe combinée foie et intestin, et enfin 5 de ces cas de greffe multiviscérale, l'une accompagnée d'un rein également. Alors la démographie de ces patients, donc 22 greffes, un âge moyen 41 ans, 4 enfants, 18 adultes, 10 hommes, 12 femmes, 21 greffes à partir de donneurs décédés, une greffe à partir d'un donneur vivant, des temps d'ischémie courts, et c'est l'un des éléments importants de notre protocole, c'est d'avoir un temps d'ischémie aussi faible que possible pour diminuer l'intensité du problème d'ischémie-perfusion, pour rendre le greffon aussi peu immunogénique que possible. Le follow-up actuel est de 6 ans et 9 mois, et il va de 1 mois à 16 années. Alors les indications, eh bien, comme dans le registre, donc, la plupart des patients souffrent d'un intestin court, et comme dans le registre, ischémie, volvulus, maladie chronique. Et le reste des indications, eh bien, donc, pathologies fonctionnelles comme la pseudo-obstruction, comme la maladie de type microvillus inclusion disease, des tumeurs parfois aussi, un cas de greffe, c'est le seul cas de greffe jusque maintenant, et donc des cas de thrombose diffuse pour les greffes multiviscérales. Alors la survie à 1 an du greffon est à 79%, se compare favorablement par rapport aux données du registre, et la survie du patient est actuellement de 90%. Alors, le gros problème, c'est le rejet. Et alors, nous avons mis au point un protocole qui essaye de diminuer le rejet. Comment? Eh bien, en essayant de faire se déplacer la balance entre les cellules cytotoxiques et régulatrices en faveur des cellules régulatrices. Comme vous le savez, le destin d'un greffon il dépend finalement de cette balance entre cellules toxiques et cellules régulatrices. Alors comment peut-on faire déplacer cette balance? Et ceci est basé sur des travaux réalisés à Liège, à Birmingham et à Minneapolis et à Louvain. Eh bien par 4 étapes qui font partie de notre protocole immunomodulatoire. La première étape, c'est l'administration de transfusion sanguine du donneur. Ceci est aussi vieux que la greffe. En greffe, on recycle en permanence des techniques anciennes, mais nous avons montré au laboratoire que cette technique de DSDT, eh bien, elle stimule la production de cellules régulatrices. Deuxièmement, éviter de donner des doses de solubétrol importantes, ce qui est en fait classique en greffe intestinale dans la plupart des centres. Pourquoi? Parce que ces doses importantes de stéroïdes, elles peuvent bloquer, masquer l'effet tolérogène de la transfusion. Troisièmement, pour la même raison, ne pas donner des doses d'inhibiteurs de la calcinurine, de tacrolimus, trop élevées, parce qu'elles aussi, elles bloquent la genèse des cellules régulatrices qui ont besoin d'interleukine 2 pour se développer. Et enfin, dernièrement, et de manière aussi importante, c'est essayer, dans la mesure du possible, de diminuer au maximum l'inflammation périopératoire. Et comment? Eh bien, en ayant des temps d'ischémie très faibles, en donnant de l'anti-TNF-alpha qui diminue l'hémie-perfusion, de la glutamine, en pratiquant aussi des décontaminations digestives pour empêcher cette possible translocation de l'endotoxine. Et en faisant tout cela, eh bien, l'idée était de promouvoir la promotion promouvoir le développement de ces T-rex. Alors, si on compare chez ces patients, eh bien, la concentration en T-rex dans le sang circulant, eh bien, nous avons pu montrer qu'elle était semblable à celle observée chez des patients après greffe rénale et qui sont tolérants. C'est une cohorte
venant de Souliou et du Broard, de Nantes. Donc il y avait là, semble-t-il, une proportion importante de ces cellules régulatrices dans le sang de nos patients greffés intestinaux. Non seulement elle est présente dans le sang, mais lorsque l'on analyse la présence de ces cellules dans le greffon lui-même, eh bien, on les trouve également, ces cellules qui sont FOXP2 sont présentes dans le greffon intestinal et semblent donc là, dans le greffon, protéger le greffon du rejet. Et il nous semble que ce protocole nous a permis d'avoir des résultats assez favorables avec des rejets beaucoup moins fréquents que ceux observés en général dans la littérature et dans les autres centres. Pour terminer, quelques aspects techniques de notre programme de greffe intestinale dans notre centre. Pour ce qui est de la difficulté de fermer la paroi, eh bien, nous avons utilisé dans plusieurs cas des prothèses d'expansion qui permettent avant la greffe de créer un excès cutané. Évidemment, le facial, lui, reste de la même taille, mais cet excès cutané permet de couvrir le nouveau greffon, ce qui est utilisé à 3 reprises dans notre programme. Un autre fait technique, ce sont ces fameuses greffes multiviscérales qui sont réalisées donc, dans ces cas de thrombose totale du système splanchnique. Donc la seule solution dans ces cas de thrombose totale décompensée, eh c'est d'enlever tout et de remettre un nouvel abdomen. Le problème, c'est que la phase de résection de cette opération est extrêmement dangereuse avec des risques de saignement majeurs. Et là, on a eu l'idée en fait, puisque de toute façon on va enlever l'abdomen, eh bien, nous avons eu l'idée d'emboliser l'artère mésentérique supérieure et le tronc cœliaque en préopératoire dès que nous avons, la certitude que le greffon donneur est bon. Et donc notre radiologue, Dr Maleux, embolise la SLE, le silactone, ce qui pour lui est assez bizarre, il ne fait jamais ça évidemment, emboliser, mais c'est très facile, ça prend une demi-heure, et ça permet alors de réaliser l'exérèse totale de ce bloc de manière très contrôlée, avec finalement très peu de pertes sanguines. Voici ici un exemple donc, d'abdomen vide après l'exérèse totale. Ici se trouve la belle cave supérieure, inférieure. Il y a là un tube aortique qui est implanté pour faciliter l'implantation du greffon. Et donc là, au lieu des compresses, ce sont les différents viscères qui ont été éliminés. Et voici donc la reperfusion de ce bloc quelques instants plus tard. Le receveur de ce bloc est devenu médecin et il est actuellement en formation chirurgicale, d'ailleurs chez Dirk de Plans. Ici un autre cas, donc foie, estomac, duodénum, pancréas, intestin. Ce patient, de manière tout à fait inattendue, a fait une primary non-functioning swap, alors que l'opération s'était bien passée. Heureusement, il a récupéré, il est actuellement toujours soins intensifs, mais va passer en salle la semaine prochaine. Alors, ce qui est possible de faire, ce sont des greffes d'intestin à partir d'un donneur vivant, et nous avons été amenés à faire cela dans un cas de patients qui, comme l'a dit le professeur Roning, ne pouvaient pas recevoir, ne pouvaient pas être listés sur une liste belge, une patiente d'origine polonaise, et donc là, la maman a donné un tiers de son intestin qui a alors été transplanté. Malheureusement, cette patiente, en fait, il a fallu enlever l'intestin 9 mois après la greffe pour un rejet chronique réfractaire. Alors, ce qui est important, c'est que les coûts de la greffe intestinale, ils sont extrêmement importants. Une greffe rénale, c'est d'environ 30-40 000 €. Une greffe hépatique, c'est d'environ 80. Vous voyez, le coût ici d'une greffe intestinale, c'est 160. Parce que ces patients restent 2 mois, 3 mois d'hôpital. Donc c'est très cher. Mais la première année, cela tombe à 40 000. Et puis finalement, les prix, les coûts en maintenance sont bas. Et si vous les comparez à la parentérale, à la nutrition parentérale, bien très rapidement, en fait, ils sont inférieurs. Et donc c'est tout à fait cost-effectif. Et c'est même cost-sparing. Finalement, la qualité de vie chez ces patients est bien meilleure qu'en parentérale. Cette jeune fille ne pouvait pas faire des treks, sinon avec un sac à dos rempli de parentérale. Elle est maintenant libre. Les patients peuvent à nouveau manger. Ils peuvent avoir une vie sociale normale. Donc, en conclusion, cette greffe intestinale, elle reste chirurgicalement et biologicalement difficile.
chez les patients qui sont souvent dénutris, malades, qui en plus doivent recevoir une immunosuppression importante. Mais cette greffe intestinale, elle permet de sauver la vie de ces patients lorsqu'ils développent des complications létales de la greffe intestinale, de la parentérale, pardon. Les résultats peuvent être bons, même excellents, et ceci à cause de l'expérience accumulée, le meilleur contrôle des techniques chirurgicales, le contrôle de la réponse immunitaire, le maniement d'immunosuppression et finalement l'expérience dans le management des complications. Dans notre protocole, je pense qu'on peut dire que l'administration d'antigènes donneurs sous forme de blood transfusion, dans le cas d'une immunosuppression faible, tolérogène et dans un environnement aussi peu inflammatoire que possible, semble améliorer l'acceptance des greffons. Et finalement, cette opération, cette procédure, elle est non seulement life-saving, elle permet d'augmenter la qualité de vie, elle est cost-effective par rapport à la parentérale, et donc nous pensons que cette greffe intestinale, qui pour le moment est réservée à ces patients très moribonds et très malades, devrait en fait maintenant être considérée beaucoup plus tôt dans le décours de la maladie d'insuffisance intestinale, et pourquoi pas être proposée un peu comme la greffe rénale à la place de la dialyse. Tout ceci représente bien un travail d'équipe. Et actuellement, donc, nous avons développé un centre qui combine les techniques de réhabilitation intestinale et de greffe. C'est le Leuven Intestinal Failure and Transplant Center. Ce qu'on voit bien souvent, ce sont des patients qui sont référés pour une greffe intestinale et chez qui, en fait, on peut, par d'autres techniques, éviter la greffe intestinale. Donc, je crois que c'est important de signaler cela. Ce sont les différents membres de l'équipe locale. Merci pour votre attention.